c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté d'endosser pour une deuxième année le rôle de président d'honneur de la loterie Je vis. La prévention du suicide, c'est une cause qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est tout naturel pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour appuyer Je vis en sachant qu'à tout âge, peu importe le statut social, la problématique du suicide touche notre société. Annuellement, c'est environ 70 personnes qui s'enlèvent la vie en Estrie, faisant ainsi près de 700 personnes endeuillées par suicide. Des personnes dont la vie est basculée. Dans notre petite communauté estrienne, c'est énorme. Un suicide de plus, c'est un suicide de trop. Tout le monde peut avoir besoin d'aide, vous comme moi. Et dans la situation de pandémie actuelle, c'est encore plus vrai. Ces temps sont exceptionnels et peuvent être très difficiles pour plusieurs. Dans mon entourage, je le constate, là, je suis témoin de fatigue, d'anxiété, de difficultés d'adaptation, de dépression. La détresse de la population est très inquiétante. Et je crois, et vous serez de mon avis en entendant ce que le Dr Généreux a également nous partager à ce sujet-là. Mais ce que je souhaite surtout que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Je vis est là pour nous tous. Je vis effectue environ 75 interventions par jour à raison de 5 jours par semaine. Leur quotidien, c'est d'aider les gens qui ne voient plus de solution pour continuer à avancer. Rassurer leurs proches, soutenir les personnes endeuillées à la suite d'un suicide, puis outiller les professionnels avec leur propre clientèle. Les intervenants de Je vis redonnent espoir, comme vous l'expliquera si bien Léonie dans quelques minutes, qui est intervenante chez Je vis. Et de l'espoir, je pense qu'à ces temps difficiles, on a grandement besoin. Je vis n'est pas seulement un organisme important, c'est bien une ressource essentielle à la communauté. Il assure l'accès à des services gratuits, confidentiels et surtout de très grande qualité. Exactement ce qu'on a besoin comme population en ces moments difficiles. Mais voilà, comme pour l'indiquer Tania, notre directrice générale, l'organisme a absolument besoin de notre soutien financier pour continuer à aider tous les gens qui vivent cette détresse. C'est le temps ou jamais de se serrer les coudes et de prendre soin ensemble de notre communauté. C'est la seule façon de passer à travers cette pandémie. J'en appelle donc à mes confrères, mes consoeurs et à l'ensemble de la population de faire connaître Je vis, c'est très, très important, et de travailler avec nous, avec l'organisme, pour réduire le taux de suicide en nous soutenant. C'est ça que ça sert à la loterie Je vis. Donc, je vous invite donc aujourd'hui à acheter un billet au coût de 150 $ chacun, ou encore de faire un don au montant de votre choix. Mais on a besoin de la population plus que jamais. Merci beaucoup. Bien, merci à vous de m'avoir invité à cette importante conférence-là. Puis oui, en fait, je vais vous faire un petit peu le portrait là, des différentes recherches qu'on a fait au cours des derniers mois qui visaient justement à un peu mieux comprendre quels étaient les impacts psychosociaux de la pandémie là, au cours de la dernière année. Et ce qui est intéressant, c'est que pas plus tard que lundi matin, là, je commençais à diffuser au sein du réseau de la santé, entre autres, notre rapport qui a été terminé de rédiger en fin de semaine, qui date de nos plus récentes données, là, donc de février 2021. Donc, peut-être pour récapituler, on parle d'une série d'enquêtes québécoises qui ont été menées en 3 phases, donc en septembre, en novembre et en février tout récemment. Et tout ça, ça s'inscrit quand même dans le cadre d'un projet un petit peu plus large, un projet financé par les IRSC, Institut de recherche en santé du Canada. Tout ça mené par un noyau de chercheurs interdisciplinaires à l'Université de Sherbrooke, mais on collabore aussi à l'international avec plein d'autres universités et plein d'organisations de santé. Mais pour revenir au volet québécois, je veux quand même souligner que ça, c'est un volet annexe qui a été financé par notre réseau de santé publique et par notre ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, je les en remercie parce que ça nous permet de beaucoup mieux comprendre pas seulement ce qui se passe à l'échelle de la planète, mais ici, chez nous. Et à travers ces différentes études-là, qu'on soit à l'international ou au Québec, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est on a voulu mieux comprendre comment la population répond sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan comportemental aux différentes phases de la pandémie. Mais on voulait aussi aller plus loin et comprendre quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer cette réponse-là. Donc, c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Évidemment, je vais mettre l'accent sur les données les plus récentes. Donc, ça a été colligé du 5 au 16 février 2021 auprès quand même de 10 500 adultes
adultes qui sont considérés comme étant représentatifs de la population québécoise. Et pour l'Estrie, on a quand même 750 adultes là, parmi ce grand échantillon-là. Donc, pour ce qui est de la santé psychologique, ce que je peux vous dire, là, si je regarde de septembre, novembre à aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'au début de la vague 2, donc en septembre, on était quand même dans une position un peu plus avantageuse au niveau de l'anxiété, dépression, et il y a eu une détérioration qui a été manifeste selon nos données de novembre 2020. Et ce qu'on voit, c'est que depuis novembre 2020 à février, on est dans une forme de plateau. Donc, l'anxiété, la dépression, les idées suicidaires ne se sont pas détériorés, mais ne se sont pas améliorés non plus. Donc, je pense qu'on est dans le creux de la vague là, au niveau santé mentale et que dans les prochains mois, on pourrait quand même espérer une certaine amélioration, mais on est dans le creux, là, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc, en tout, ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout du compte, 1 an après le début de la pandémie, on est quand même à près du quart, et plus spécifiquement 23% de notre population adulte québécoise qui rapporte des symptômes qui sont compatibles avec soit un trouble d'anxiété, soit une dépression majeure. Donc, évidemment, 23%, c'est plus élevé que ce à quoi on pouvait s'attendre avant la pandémie. Par contre, pour l'Estrie, on est à 20%, donc c'est quand même très élevé à mon avis, mais un petit peu plus bas que ce qu'on observe ailleurs au Québec. Mais pour les idées suicidaires sérieuses, donc ça, c'est assez cru, vous direz, mais ce qu'on pose à la population dans notre enquête, c'est au cours des 12 derniers mois, avez-vous songé sérieusement à vous suicider? C'est quand même assez direct et c'est 6% de la population qui a répondu oui à cette question-là. Et malheureusement, on sait qu'avant la pandémie, c'était 3% de la population qui répondait exactement à la même question. Donc, on peut dire que les idées suicidaires sérieuses ont doublé entre la période pré-pandémique et ce qu'on connaît actuellement pendant la pandémie. On sait aussi, à travers toutes ces études-là, et c'est également vrai en février, que nos jeunes adultes, nos 18-24 ans, sont ceux qui réagissent de manière plus négative en matière d'anxiété, de dépression et d'idées suicidaires sérieuses comparativement à nos adultes plus âgés. Mais par contre, c'est aussi vrai de dire que tous les groupes d'âge sont touchés d'une certaine façon. Et pour revenir un peu sur ce que je disais tantôt, je veux pas être alarmante ou juste mettre des résultats négatifs, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi. Et ça, je pense que l'enquête de février 2021 nous éclaire beaucoup plus que ce qu'on avait pu mesurer avant parce qu'on s'est amélioré avec le temps et on a ajouté beaucoup de questions pour explorer le rôle des facteurs un peu, comme on dit, socio-démographiques, l'âge, le sexe, l'éducation. Après ça, tous les facteurs de stress qui ont été engendrés par la pandémie. On a aussi plusieurs questions qui regardaient les facteurs de stress engendrés par l'infodémie, donc un peu la surexposition, surabondance d'informations qui, elle aussi, amène son lot de stress. Et puis finalement, on a regardé aussi des facteurs de protection un petit peu plus d'ordre psychologique ou social. Donc, tout ça, pour vous résumer en 2 grandes lignes, c'est qu'on se rend compte que les facteurs qui sont de nature sociale, notamment la solitude, le faible soutien social, sont vraiment ceux dans notre étude qui expliquent le mieux la présence d'anxiété et de dépression en temps de pandémie. Encore plus que les facteurs d'ordre financier, du genre j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de la pandémie, ou les facteurs liés à la peur, le sentiment de menace posé par la pandémie, ou la confusion, la méfiance, les croyances erronées, tout ça joue un rôle moins important que les facteurs de nature sociale. Et parlant de solitude, on a 4 adultes sur 10 qui en ce moment rapportent se sentir seuls. Chez les 18-24 ans, on parle de 6 sur 10, donc on est plus ou moins surpris de voir que dans ce groupe d'âge-là, on a plus d'idées suicidaires, plus d'anxiété, plus de dépression. Et si je peux vous l'illustrer peut-être plus en chiffres, je vous dirais que chez nos gens qui se sentent seuls, en ce moment, 11% rapportent des idées suicidaires sérieuses contre 3% chez les personnes qui se sentent moins seules. Donc, je pense qu'en soi, c'est assez parlant. Donc là, on peut dire ça fait 1 an, la pandémie est encore tout à fait présente, notre vie est encore beaucoup affectée au quotidien par la pandémie, mais est-ce qu'on pense que ces effets-là peuvent durer dans le temps? Je vous dirais que je ne veux pas être défaitiste, je suis certaine qu'il va y avoir une certaine amélioration, mais en même temps, on doit être réaliste parce qu'on a beaucoup appris des catastrophes antérieures, que ce soit la tragédie de lac Mégantic, les feux de Fort McMurray en Alberta et j'en passe. Et à chaque fois, le constat est le même, c'est que à la suite de l'exposition à une
catastrophe, la pandémie, c'est une catastrophe aussi, il y a une certaine partie de la population qui va conserver des séquelles sur le moyen et même le long terme, donc autrement dit, sur les mois et les années qui vont suivre la fin de la catastrophe. Donc, je pense qu'une fois que ça s'est dit, on doit surtout pas baisser les bras en termes de soutien social, on doit tout faire pour briser la solitude, on doit se montrer solidaire plus que jamais, hein. On peut tous jouer un rôle, que ce soit en soutenant financièrement des organismes qui viennent en aide aux personnes qui sont plus seules et plus en détresse. Donc, on a tous un rôle à jouer. Et je terminerai en disant que Je joue, à mon avis, un rôle vraiment essentiel dans ce contexte-là, d'autant plus que dans le cadre de notre étude, toujours en février, une chose qui est ressortie de façon très claire, c'est que seulement le tiers des gens avec anxiété ou dépression probable et seulement la moitié des gens avec idées suicidaires sérieuses disent avoir consulté pour leur santé psychologique au cours de la dernière année. Donc, à mon avis, c'est bien peu. Et ce que ça dit ici, c'est qu'on doit avoir des modalités aussi complémentaires, alternatives pour être capable d'encore mieux rejoindre les gens qui hésiteraient à aller chercher des soins en clinique, par exemple. Donc, vraiment, dans ce contexte-là, on le disait tantôt, c'est pas juste important, c'est essentiel d'avoir des services de soutien tels que ceux qui sont offerts par Je vis, en étant accessibles, en étant gratuits, en étant confidentiels. Je suis convaincue qu'ils permettent à plusieurs personnes de briser le silence sur leur souffrance psychologique, de briser leur solitude, d'aller chercher une forme de soutien social qui serait plus difficile d'aller chercher autrement, et tout ça en suivant le moment qui leur convient, le rythme qui leur convient. Donc, merci beaucoup Je vis et merci à toutes les personnes qui viendront soutenir la campagne en cours. À mon tour, vraiment de vous remercier d'être présent avec nous ce matin. Je sais que votre temps est précieux, donc c'est vraiment très, très apprécié. Puis, je tiens aussi vraiment à remercier mes deux précédents interlocuteurs. Donc, M. Boulet, merci pour votre message du cœur, puis Dr. Généreux pour votre travail grandiose. C'est important ce que vous faites en ce moment. Par rapport à Je vis, je dirais que nos services d'intervention, premièrement, sont demeurés accessibles tout au long de la pandémie. Donc, on a été reconnu comme service essentiel le jour 1 de la pandémie. Il n'y a pas une seule journée où est-ce qu'on a fermé nos portes. Donc, on a toujours été là pour soutenir la population. Notre équipe a été en mesure vraiment de s'adapter très rapidement aux exigences entourant la COVID-19. Mais dans la dernière année, on a définitivement pu remarquer certains changements chez les personnes qui sont en demande d'aide. Donc, plus d'appels vraiment concernant les personnes aînées, je dirais lors de la première vague, mars, avril, mai. Les personnes aînées n'étaient pas notre clientèle qu'on voyait le plus souvent à Je vis. Donc, dans ces premiers mois-là, on l'a vraiment ressenti, que ce soit que ce soit les personnes aînées elles-mêmes qui nous téléphonaient ou encore des proches qui s'inquiétaient pour des personnes aînées. On a aussi pu remarquer un temps des fêtes beaucoup plus occupé comparativement à ce qu'on connaît normalement. Nos temps des fêtes à Je vis sont somme toute assez tranquilles d'habitude. Puis là, on a été en mesure de remarquer une hausse des appels de 13 % quand on se compare avec l'année dernière. Puis, surtout, ce qu'on commence à voir, là, c'est une augmentation dans nos nombres d'appels. Ça, on ne l'avait pas vraiment vu depuis le début de la pandémie, mais là, si je regarde nos chiffres depuis l'automne, on voit vraiment une augmentation depuis septembre là, de 21 % dans nos demandes d'appel. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe aussi de notre côté. Puis, surtout, ce qui nous a frappé cette année, c'est une augmentation vraiment marquée des demandes de consultation pour des enfants et des adolescents qui ont des idées suicidaires. Ça, on l'avait vu, une légère augmentation dans le passé, mais là, ça a été vraiment frappant. L'année dernière, cette clientèle-là, jeunesse, représentait 8 % de notre clientèle et à l'heure actuelle, elle représente 14 %. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a bougé là aussi. Puis, dans la teneur des interventions aussi, on sent vraiment que la détresse est plus profonde, on dirait, chez les personnes qui demandent de l'aide comparativement à avant la pandémie. Les interventions sont plus longues, sont plus complexes à mener aussi. Les situations de crise où on doit se mobiliser dans l'immédiat parce qu'il y a imminence de passage à l'acte sont vraiment plus nombreuses aussi. J'ai regardé nos chiffres justement ce matin, puis je suis déjà en mesure de dire qu'on a une augmentation de 49 % dans ce service-là, donc c'est majeur. On voit vraiment qu'il y a une détresse qui est importante. Donc, tout ça amène, en lien avec les mesures, en lien avec la COVID, ça amène quand même
un grand défi pour l'équipe d'intervention parce que les personnes en détresse, justement, sont davantage isolées, Dr. Généreux le disait, et elles ne peuvent plus voir leurs proches vu les mesures sanitaires en place. Donc, pour l'intervention, ça représente quand même un gros défi parce que la présence des proches était une stratégie vraiment importante pour nous afin de mettre un filet de sécurité. Donc là, les intervenants doivent vraiment user de créativité pour suggérer des nouvelles stratégies aux personnes suicidaires afin de mettre en place un filet de sécurité pour eux. Donc, on doit vraiment en ce moment, plus que jamais, être présent pour la population. On veut s'assurer que nos clientèles reçoivent les services en temps opportun par des intervenants professionnels et qualifiés. Pour nous, c'est excessivement important. Donc, on met vraiment toutes nos ressources qui sont toutes utilisées pour assurer le bon déroulement de nos services. Puis, l'équipe consacre vraiment toutes ses capacités à répondre à la demande en ce moment. Donc, on ne sait pas comment qu'on va faire si on devait vivre une baisse de revenus ou une autre augmentation fulgurante dans les demandes d'aide comme on a vu dans les dernières années. Donc, c'est sûr, sans vouloir répéter ce que M. Boulet ou Dr. Généreux ont dit avant moi, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que Je Vis a besoin de vous pour continuer à aider les gens en détresse. La loterie Je Vis, c'est notre campagne d'autofinancement la plus importante, puis ces bénéfices nous permettent quand même de garder à l'emploi 3 intervenants à temps plein pendant 1 an. Donc, c'est majeur sur notre petite équipe. Donc, je vous remercie vraiment à l'avance de participer à notre campagne en achetant un billet ou en faisant un don. Peu importe la grandeur de votre contribution, pour nous, ça va faire une énorme différence. En terminant, je m'en voudrais un petit peu d'avoir cette tribune ce matin puis de ne pas prendre le temps de remercier personnellement chaque membre de l'équipe de Je Vis, peu importe son secteur d'activité. Chacun d'entre vous avait mis la main à la pâte dans la dernière année pour maintenir le fort. Vous êtes des travailleurs essentiels et vous êtes mes anges à moi. Donc, sans chacun d'entre vous, il n'y a pas de Je Vis. Donc, c'est avec une énorme gratitude que je vous dis merci ce matin. Merci aussi à vous tous qui nous avez écoutés de croire qu'avec nous que c'est ensemble qu'on va pouvoir prévenir le suicide. En fait, je suis intervenante chez Je Vis depuis 2 ans et demi maintenant. En fait, je voulais vous parler un petit peu plus justement là, de la réalité de notre travail. Donc, moi, je vous dirais que souvent, les gens nous demandent comment est-ce qu'on arrive à faire notre travail. Mais contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, on ne passe pas nos journées à ruminer le passé, à juste parler de ce que la personne vit qui la maintient dans la souffrance. En fait, on va davantage aborder c'est quoi les forces de la personne, c'est quoi ses projets, c'est quoi ses raisons de vivre. Le but de notre travail, c'est vraiment de transmettre de l'espoir à la personne. Sachez par exemple que c'est pas nous qui changeons la vie de la personne. Souvent, c'est ce qu'on entend, qu'on change la vie des gens. La réalité, c'est que c'est ces personnes-là qui décident de nous contacter et de se donner une chance. Ça part vraiment d'eux. En fond, c'est vraiment eux qui nous contactent, qui décident de s'ouvrir, qui décident de nous faire confiance et de se mettre en action. C'est vraiment pas une tâche facile pour ces personnes-là parce qu'on pense quand quelqu'un décide de suicidaire, c'est parce qu'elle vit une souffrance qui est vraiment de plus en plus intolérante pour elle. Vivre la souffrance peut vraiment énormément éclairer la façon dont on perçoit les choses. On peut même en venir des fois à penser que ça vaut pas la peine de demander de l'aide. On peut comparer la souffrance la souffrance d'une personne suicidaire un peu à une boîte noire dans laquelle on la prend et on l'enferme. C'est que la lumière, elle existe à l'extérieur de la boîte noire, mais la personne, elle a le besoin d'aide pour l'entrouvrir. Puis nous, notre rôle, c'est de l'aider à lever cette couverture en la reconnectant avec ce qui est important pour elle. Ce que je pourrais vous dire, c'est que le plus bel aspect de mon travail, c'est vraiment de voir une personne qui vit plusieurs difficultés, qui a juste plus d'espoir, tranquillement s'ouvrir peu à peu avec nous puis comprendre que c'est possible de recevoir de l'aide et qu'elle n'est pas toute seule là-dedans. C'est vraiment exceptionnel de voir une personne qui vit beaucoup de souffrance, qui fait des idées suicidaires, décider de se mettre en action, de cheminer, de retrouver espoir puis le goût en la vie, alors que des fois, quelques temps auparavant, il n'y avait absolument rien qui allait finalement pour elle. On a vraiment la chance de voir ces personnes-là à être capables, par exemple, de s'ouvrir, de parler de sa détresse, d'être plus indulgentes envers eux-mêmes, d'être capables d'identifier leurs propres forces, aussi de reconnecter avec leurs valeurs, avec leurs projets, puis les choses qui sont importantes pour elles. On peut aussi constater chez les gens une meilleure capacité à faire face aux difficultés. Puis je dirais aussi que les gens, souvent, quand on termine un suivi avec eux, ils ont aussi l'assurance que s'ils vivent une période difficile,
difficile, on va toujours être là pour eux. Donc, ils savent normalement que la ligne, elle est toujours disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je vous dirais que d'être intervenante en prévention du suicide, ça fait vraiment prendre conscience que tout le monde fait de son mieux pour passer à travers les moments de détresse, peu importe ce qu'ils vivent. Mon travail me permet vraiment chaque jour d'observer, je vous dirais, la résilience qui est vraiment incroyable des gens. C'est vraiment un travail exceptionnel parce que ça nous fait voir que même dans des moments de très, très grande détresse où les gens vivent des situations où on peut se dire, mon Dieu, ça serait impossible pour moi de passer à travers ça, mais les gens y parviennent quand même. Je terminerai en ajoutant que c'est pas vrai que c'est facile de bien aller. Il n'existe pas de recette miracle, mais avoir des idées suicidaires, c'est un symptôme d'une très, très grande détresse. Tout le monde, chacun d'entre nous a le droit d'aller mieux et d'avoir accès à de l'aide. Tout le monde mérite cette aide-là. C'est pour cette raison-là qu'on est là pour la population de l'Estrie. Donc, je voudrais vous dire merci à tous de vous engager avec nous en prévention de suicide et n'hésitez jamais à nous téléphoner pour vous approcher.